Où l'humain revient au centre de la société. Enquête de région, c'est vendredi, après le soir 3. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre Journal des Alpes. Tout de suite, les titres. Insalubre, en proie aux mafias. Le campement illicite du rond-point Esmonin à Grenoble va être évacué. Ainsi en a décidé le maire de la ville. Mais la question de l'hébergement de près de 400 personnes reste entière. Les réactions politiques sont nombreuses. Et puis nous irons à Genève fêter les 200 ans du rattachement de la ville à la Suisse. C'était le 19 mai 1815 exactement. La ville avait été abandonnée par les autorités françaises 2 ans auparavant. Les festivités s'étalent sur plusieurs mois. Enfin, nous ferons une dictée avec l'association ELA à Chambéry, une opération de sensibilisation à la leucodystrophie, une maladie dégénérative, avec la participation de sportifs de haut niveau. Dans votre édition nationale à 19h30, le bras de fer continue concernant la réforme du collège. Entre 27 et 50% des enseignants dans la rue aujourd'hui contre la réforme du collège. Une mobilisation en demi-teinte qui n'entame pas la détermination du gouvernement. Et puis les impôts, dernières heures pour déposer votre déclaration d'impôt sur papier. Seuls 36% des contribuables ont opté pour la déclaration en ligne. Elle pourrait devenir obligatoire à partir de 2016. Mais tout d'abord, une image pour ouvrir ce journal, celle du lancement du chantier du CEVA ce matin, côté français, à Amby exactement. Vous le savez, le CEVA, c'est la ligne ferroviaire qui reliera Genève à Annemasse en 20 minutes. Elle doit permettre aux travailleurs transfrontaliers d'éviter les fameux bouchons à la frontière. Les explications d'Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette. 2, 1, top. Hop. Coup d'envoi des travaux. Ce matin, de nombreux élus hauts-savoyards ont officiellement marqué le lancement du chantier CEVA côté France. Un trait d'union entre deux territoires que tout réunit. La ligne ferroviaire reliera Annemasse à Genève. Un chantier de modernisation de la ligne qui va permettre un gain de temps non négligeable, selon le président de la région. La région Rhône-Alpes devrait acheter de l'ordre de 17 trams, c'est-à-dire un investissement de 200 millions d'euros pour permettre au CEVA de circuler. Côté suisse, il y en aura une vingtaine, ça veut dire une quarantaine de rames qui serviront à cette liaison, des trains toutes les 10 minutes. Ça sera formidable, 20 minutes simplement pour faire Annemasse-Cornavin. On va effacer la frontière. Des travaux français avec un budget de 234 millions d'euros, dont une partie va permettre la création d'une double voie souterraine entre Genève et Annemasse. Une ligne qui devrait permettre de désengorger les routes transfrontalières. Sa mise en circulation est prévue pour 2019. Dans l'agglomération grenobloise aussi, un événement côté transport avec la circulation des premiers tramways sur le tronçon nord de la ligne E. Ils circulent depuis Saint-Martin-le-Vinou jusqu'au futur terminus au Fontanil-Cornillon. Et ce tronçon devrait permettre aux automobilistes qui arrivent sur Grenoble par la combe de Vorep de délaisser enfin leur voiture. La phase de test devrait se terminer le 26 juin prochain. On écoute le président du SMTC, Yann Mongabourru. On mettra en service le 13 juillet le tronçon nord, qu'on aura l'occasion d'inaugurer le 5 septembre prochain avec les commerçants, avec les enfants des 4 communes traversées. C'est une nouvelle liaison dans l'agglomération, c'est aussi une requalification urbaine qui a été réalisée. C'est enfin un outil pour décongestionner. Il y a 130 000 véhicules qui circulaient tous les jours dans cette branche de l'Y grenoblois. Il y a déjà 25 000 voyages chaque jour qui sont faits sur le tronçon sud. On espère une pleine réussite sur le tronçon nord pour décongestionner notre agglomération. Il y en a pour qui les choses ne bougent pas, ou en tout cas pas assez vite. Ce sont les membres du collectif du tunnel du Chambon. Ils manifesteront jeudi à Grenoble pour demander la réouverture anticipée de ce tunnel entre Bourdoisan et La Grave. Vous savez qu'une partie de la voûte de ce tunnel menace de s'effondrer. L'ouverture est fixée au 10 juillet. Petite consolation, l'axe entre la Savoie et les Hautes-Alpes a été rétabli puisque le tunnel du Galibier a rouvert à 16h cet après-midi. Les travaux de déneigement se poursuivent concernant le col du Galibier. On en vient à la manifestation des enseignants contre la réforme du collège. Le mouvement de grève a rassemblé 29% des enseignants dans les collèges, 4% dans les lycées, selon le rectorat de l'Académie de Grenoble. Grenoble, où un cortège a rassemblé un petit millier de personnes, 150 personnes à Chambéry, selon la police. Voyez le reportage tourné par Sarah Nabli et Didier Albrand.
Ils étaient environ 1 millier à déserter leur collège. Les professeurs se sont rassemblés place de Verdun pour crier leur colère. 0 pointé pour la réforme du gouvernement. Chacun vient défendre sa matière, notamment le latin et le grec, remplacés par une initiation aux langues et cultures de l'Antiquité ou en option allégée. J'ai actuellement un élève sur 3 qui fait du latin, qu'il a choisi volontairement. Donc dire que ce sont les parents qui choisissent pour les enfants, ça date de 1970, ça a beaucoup changé et je ne vois pas pourquoi on empêcherait les enfants, y compris des enfants dyslexiques que j'ai en classe, de faire du latin. Beaucoup de professeurs d'allemand aussi, venus défendre les classes bilingues. Un dispositif amené à disparaître car jugé trop élitiste par le gouvernement. Il y a une dizaine d'années, dans mon établissement, vers le Touvet, et tout autour du Touvet, on a créé le bilingue justement pour sauver l'allemand. On est passé de 7 ou 8 élèves en langue vivante 2 à un gros groupe. Actuellement, j'ai 29 élèves par classe en 6e. Donc le bilingue, c'est l'avenir et on va nous enlever ça, et ça, c'est drôlement embêtant. La moitié des professeurs auraient suivi la grève selon les syndicats, 29% selon l'Académie de Grenoble. En fin d'après-midi, le cortège s'est rendu au rectorat. Nous avons demandé une audience à monsieur le recteur pour parler des sujets du collège. Et est-ce que vous allez avoir cette audience ? Cette audience a été acceptée, mais il semblerait que monsieur le recteur ne soit pas disponible, donc nous devons en discuter en intersyndical. Malgré les manifestations partout en France, Manuel Valls a annoncé ce matin que la réforme serait mise en œuvre comme prévu. Alors pour parler justement de cette réforme des collèges, nous recevons sur ce plateau de France 3 Alpes le recteur de l'Académie de Grenoble. Bonsoir monsieur Daniel Filâtre. Bonsoir. Les manifestants, vous souhaitez vous rencontrer. Vous les avez reçus ? Non, mes collaborateurs les ont reçus. Vos collaborateurs. Vous n'avez pas pu vous-même, personnellement ? Vous étiez sur le terrain ? Également, oui, sur la formation des enseignants, une réunion très importante. Très bien. Vous entendez dans le cortège, on veut tuer l'allemand, on veut tuer le latin. C'est l'objet de cette réforme, faire des économies ? D'abord, c'est pas faire des économies dans cette réforme, c'est une réforme qui va coûter. Et puis, il n'est pas question de détruire le latin ou l'allemand. Comment serait-ce possible ? Il s'agit d'obliger chaque enfant de mettre une deuxième langue vivante dès la classe de 5e. Pour tous les élèves ? Pour tous les élèves, alors qu'actuellement c'est en 4e et que les classes bilingues, les classes européennes concernent à peu près 10% des élèves en 6e. Et puis pour le latin, il s'agit, dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires, que tous les élèves puissent suivre des enseignements de langue et culture de l'Antiquité. Et puis pour ceux qui le souhaitent, pour les élèves qui le souhaitent, dès la 5e pour 1 heure par semaine, dès la 4e et 3e pour 2 heures par semaine, de suivre le latin et le grec. Donc il ne s'agit plus d'apprendre uniquement le latin, la langue morte, mais surtout d'apprendre la civilisation, c'est ça, d'ouvrir son point de vue ? C'était déjà cela, c'est pour ça que je m'étonne des propos. Je crois qu'il y a un vrai déficit d'explication. Je vais aller au-devant des équipes enseignantes, nous allons expliquer la réforme. Il n'y a pas de peur à avoir sur l'abandon, par exemple, de l'allemand. Au contraire, il va y avoir une seconde langue vivante enseignée à tous les élèves de 5e dans notre académie. Ce n'est pas rien. C'est un nombre d'élèves important. Ça va nécessiter du recrutement ? Bien sûr, j'évalue à peu près une centaine de postes lors de la mise en place de la réforme pour les langues. Une centaine de postes sur l'Académie de Grenoble ? Bien sûr. Pour les langues ? Oui. Ah d'accord, donc on n'est pas à moyen constant, a priori. Ah bien non, on va avoir à l'équivalent d'une centaine de postes. Après, c'est un peu compliqué, mais bien sûr, il va falloir mettre des moyens, puisque pour tous les élèves, on rajoute une année de langue vivante 2. Mais parce qu'en filigrane, on sent beaucoup de lassitude de la part des enseignants qui ont souvent du mal déjà à faire leur mission au quotidien, justement par manque de moyens, c'est ce qu'ils dénoncent à longueur d'année. Est-ce qu'il n'y a pas là, justement, un point de blocage à cause de ces moyens et une crainte ? Sur le collège, on a une baisse d'effectifs. Donc il y a pour la rentrée prochaine un relâchement de la tension. Mais c'est vrai que nous sommes dans une académie avec une démographie très très forte. Rien qu'à cette rentrée prochaine, nous mettons 200 emplois de plus pour faire face à cette démographie pas galopante, mais importante. C'est une académie qui bouge. Donc je ne pense pas que c'est qu'une question de moyens. Je pense qu'il y a une peur de cette réforme parce qu'il y a un changement de paradigme. Il s'agit de faire réussir tous les élèves, de les tirer vers l'excellence et pas simplement quelques élèves parmi eux. Alors on va aborder aussi la question du travail interdisciplinaire. Les professeurs le saluent pour certains, ça a déjà été expérimenté. Il y a un problème de temps de travail, ça va être pris sur les cours en particulier. Est-ce que c'est le cas ? Alors oui, bien sûr, c'est le cas. 20% du temps d'enseignement sera consacré à de l'accompagnement individualisé.
donc un travail avec ceux qui ont plus de difficultés ou ceux qui veulent approfondir, et puis ces fameux enseignements interdisciplinaires. Mais je suis surpris que l'on oppose enseignement disciplinaire et enseignement interdisciplinaire. Le modèle habituel, c'est une discipline, une classe, un professeur. Ce qui est proposé, c'est de la co-intervention, plusieurs professeurs, et puis sur des objets partageant plusieurs disciplines. C'est une bonne chose. Ça se fait dans la plupart des pays. Oui, dans les pays du Nord surtout. Merci beaucoup, Daniel Filâtre, d'être venu sur notre plateau. On parle depuis 30 ans, on passe maintenant à cette décision prise par le maire de Grenoble concernant le bidonville Esmonin. C'est près du centre commercial Grand Place. Son démantèlement est inéluctable pour Éric Piolle. Le campement insalubre compte près de 400 personnes, dont la moitié d'enfants. Il serait en proie aux mafias. Le reportage de Marion Feutry et Cédric Picot. L'annonce est au cœur des conversations entre associations et habitants du bidonville. Le projet de démantèlement d'Esmonin, ce campement devenu insalubre. Il nous faut un logement. Problème beaucoup. Tout le monde entré, c'est pas ménage, pas. Je sais pas. Ça va pas comme ça, ouais. 381 personnes vivent dans ce bidonville, 200 enfants. Des familles venues de Roumanie, de Serbie, dont la présence est tolérée depuis 1 an. Ce qui fait mal, c'est savoir que les gens vont être à nouveau à la rue. On comprend que le problème de bidonville se pose, un problème effectivement de salubrité se pose, on comprend que le problème avec les voisins se pose. Peut-être que M. Piolle aujourd'hui va dégager un petit peu un lièvre et encore on en doute. Je veux dire, avec cette annonce, mais on doute que ça soit suivi de conséquences, quoi. Pour ce collectif de riverains, la nouvelle du prochain démantèlement est une satisfaction. Depuis plusieurs mois, ils interpellaient les autorités sur la dégradation de leur quartier. On voit que la mairie commence à vraiment prendre en compte nos demandes, prendre en compte les faits qui ont été remontés sur les problèmes de sécurité, de salubrité, de tranquillité et de même valorisation du quartier. Et pour les riverains, mais aussi pour ces personnes qui sont dans une grande misère. C'est dans ce contexte tendu que la mairie a pris sa décision hier. Argument numéro 1, la situation était devenue incontrôlable. Il y a des groupes mafieux, peu recommandables, qui sont présents sur le site et qui jouent sur de l'intimidation ou différents comportements auprès des personnes. Et il y a des tensions également qui se développent, soit au sein même du bidonville entre les différentes communautés, soit avec les riverains. Côté calendrier, l'évacuation ne devrait pas intervenir avant la fin de l'année scolaire. Reste à trouver des solutions de relogement pour les occupants. On vient de l'apprendre, une conductrice a percuté un groupe de 4 personnes en fin d'après-midi au péage de Roussillon, c'est en Isère. Parmi les blessés, une fillette de 4 ans, victime d'un traumatisme crânien, a dû être héliportée jusqu'à l'hôpital mère-enfant de Lyon. À lire sur notre site internet France 3 Alpes, ce rebondissement dans l'affaire Laurent Ségala. Le ministère français de la Justice a notifié aux autorités suisses son refus d'exécuter la peine pour meurtre prononcée contre le généticien. Il avait été condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa belle-mère près de Lausanne en 2010. Il ne s'était pas présenté au 2e jour de son procès. Il s'était réfugié à Thonon-les-Bains. À Genève, tout proche, le 19 mai, un jour historique pour nos amis genevois. La ville célèbre en effet son rattachement à la Suisse. C'était il y a exactement 200 ans. Mais la fête anniversaire dure en fait depuis 17 mois. Les explications de Serge Voret. C'est en fait le 31 décembre 2013 que les festivités ont commencé. Tout simplement parce que c'est à cette date, 200 ans plus tôt, que les troupes de Napoléon quittent la République de Genève après 15 ans d'occupation. Il se trouve que les Français étaient poursuivis par les Autrichiens qui traversèrent la République, ce qui m'a rendu bien service. À leur tête, le duc de Boubna, qui a poursuivi les troupes françaises qui ont quitté le territoire genevois, qui s'est retrouvé libre, indépendant. Et c'est ce qu'on appelle la restauration de la République. Genève, ville république libre et indépendante depuis 1536, a alors le choix de le rester ou de s'allier à la Suisse toute proche. Les Genevois sont des pragmatiques dans cette Europe en plein bouleversement. Ils choisissent un modèle qui va leur assurer l'avenir dans un État tout en conservant leur sacro-sainte indépendance. C'est la Confédération et c'est le début de l'histoire commune entre Genève et la Suisse. Le miracle de cette alliance, c'est que Genève a besoin de la Suisse. Mais la Suisse, et c'est consacré encore aujourd'hui, a tout autant besoin de Genève. Genève aujourd'hui
et on en a la concrétisation, constitue le maillon principal de la politique extérieure de la Confédération, à travers sa vocation internationale. Eh bien, les prémices, c'était ça, en 1814. Car c'est en 1814 que les Suisses débarquent à Genève par le Léman, où ils sont accueillis chaleureusement. Mais il faudra attendre le 19 mai 1815, il y a donc tout juste 200 ans, pour que la République de Genève devienne très officiellement le 22e canton de la Confédération helvétique. Direction la Savoie maintenant avec Chambéry où 500 élèves du collège Notre-Dame du Rocher ont participé aujourd'hui à la fameuse dictée d'Ella, une sensibilisation à la lutte contre les leucodystrophies. Cette maladie rare détruit lentement les fonctions vitales des malades. Et comme toujours, ce sont des sportifs de haut niveau qui ont joué l'épreuve. Aurélie Massé et Franck Serroni. Tout le monde dit « je suis une virgule ». Une dictée. D'habitude, ces élèves de 4e la redoutent, mais cette fois, pour Ella, tous sont prêts à se surpasser. Preuve en est, il n'y a presque pas de faute. Ça me fait du bien parce que je sais que ça fait du bien aussi à d'autres personnes. Professeur d'un jour, deux grandes championnes, Muriel Ortiz et Odia Sidibé sont venues lire La Virgule, un texte écrit tout spécialement par Marie Dariussec. Les points-virgules aussi vont lentement. Ils aiment bien ne pas être oubliés. Ces mots racontent le combat des malades pour exister. Ils sont en quelque sorte les signes de ponctuation, souvent laissés de côté. C'est vrai qu'on est dans une société où on ne pense pas forcément aux autres, et donc les sensibiliser très jeunes leur permettent de s'investir. S'investir pour Kevin et les autres porteurs de cette maladie qui détruit le système nerveux. En France, il naît chaque semaine entre 4 et 6 bébés atteints de leucodystrophie. Et là, accompagnent leur famille au quotidien. Avec eux, comme ils font pas mal de sorties, on oublie la maladie aussi. Comme là, on va partir à Belfort le 3, 4, 5, 3 jours avec mon fils. Et je l'ai fait il y a 2 ans, on a trouvé ça génial. On oublie la maladie. Dès qu'on fait des sorties avec les autres parents et tout ça, c'est génial. Et la dictée est une des actions qui permet de financer tout ça. Car avant de plancher sur leur copie, ces collégiens ont d'abord récolté des dons pendant plusieurs mois. Une initiative relayée dans toute la France par 2000 établissements scolaires. L'opération, en moyenne, c'est presque 2 millions d'euros consacrés au financement de la recherche et aussi au soutien des familles. Parce que les familles, c'est important de leur procurer de l'espoir. On croit beaucoup à la recherche, aux avancées de la recherche, mais il faut aussi s'en occuper à l'instant T. Après leur plume, les enfants ont aussi prêté leurs jambes à Kevin, encouragé par Jackson Richardson et Christophe Lemaître. Cette année, la mobilisation de ce collège a permis de collecter 7 700 € pour l'association Ella. Il est l'heure maintenant de la rubrique Entre nous avec Valérie Chastelon. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Et vous allez nous parler maintenant engagement et bénévolat avec l'association SOS Amitié. SOS Amitié, vous savez, le célèbre film auquel on pensait tous. Alors, SOS Amitié est implanté sur Grenoble depuis plus de 40 ans et manque de bénévoles. L'an dernier, les écoutants ont répondu tant bien que mal à 10 000 appels joli lapsus, en provenance de toute la France, car depuis un an, tout est centralisé vers un standard parisien, puis redirigé en fonction des présences sur les 47 permanences en France. Et en Isère, l'association recherche vraiment des volontaires de toute urgence, un recrutement difficile qui, vous allez voir, demande beaucoup d'implication. C'est ce qu'on va voir donc avec Florine Eba et Dominique Bourget. SOS Amitié, bonjour, je vous écoute. Le point fort de l'association, c'est l'anonymat garanti. Quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ait à dire, personne ne vous juge. Je vous écoute, je vous écoute. Les écoutants sont tous bénévoles, engagés volontaires. Ils passent des heures au téléphone avec des inconnus, généralement en situation de crise émotionnelle ou matérielle. Je me sens utile et puis je pense que ça participe à la notion d'échange, que c'est très important qu'on échange. On est dans une société où souvent on s'occupe beaucoup de choses très pratiques, mais on ne parle pas toujours des choses un petit peu profondes, un petit peu essentielles. Oui. Les bénévoles bénéficient d'une longue formation pratique et théorique avec entre autres un psychologue. La première compétence souhaitée, la motivation. Pour être écoutant, il faut ensuite être fiable. L'exercice demande du temps, de 18 à 24 heures par mois, et de l'investissement personnel
avec un contrat de 2 à 3 ans à la clé. Ça me prend 1 à 2 demi-journées par semaine et puis 1 nuit par mois. C'est un gros engagement, disons que c'est un engagement vraiment régulier. Hein, il ne faut pas se dire ah tiens, je vais y aller, là, cette semaine j'ai un peu de temps. Non, non, on est obligé de programmer ça sur le mois. Ce pacte peut paraître exigeant, mais il est indispensable pour assurer un bon suivi. Le mal-être, la détresse représentent 2/3 des appels reçus, dont un bon nombre d'habitués. Les appelants sont à l'image de notre société, des monsieur et madame tout le monde, de tous âges et de tous milieux. Presque autant d'hommes que de femmes et parmi eux, de plus en plus de préados. Quand ils appellent, ils savent très bien qui ils appellent à SOS Amitié. Ils appellent des gens, pas de leur âge, mais qui sont en mesure peut-être de leur apporter un semblant de solution à leurs problèmes. Il y a une demande importante sur tous les chats. Parce que c'est une population qui est très très jeune, qui appelle sur le chat et ça peut commencer à 12 ans. Les 47 centres que compte le territoire français se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour ça, il faut du monde au bout du fil. L'antenne grenobloise compte aujourd'hui 33 bénévoles, alors qu'il en faudrait une 50aine pour fonctionner de manière satisfaisante. Le message est passé. Un anniversaire maintenant, Valérie, les 25 bougies du Vinci Codex, c'est le SAMU social de Grenoble. Oui, tout à fait. 25 ans de maraude dans les rues de Grenoble. Alors, le SAMU social, lui aussi, a besoin de bénévoles. Jeudi, il organise une grande soirée festive à la Bastille. Vous êtes tous invités. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que va nous expliquer tout de suite Stéphane Gémanil, le fondateur de Vinci Codex, le SAMU social. Il faut venir déjà parce que c'est un très bon concert auquel vous pouvez assister avec 2 groupes locaux. Et puis surtout, c'est l'occasion que d'anciens bénévoles puissent rencontrer d'éventuels nouveaux bénévoles et puis échanger avec eux sur nos actions et peut-être susciter l'envie à certains de devenir eux-mêmes bénévoles et de nous rejoindre dans cette aventure que nous avons entamée il y a 25 ans. Alors concrètement, comment ça se passe? On n'est pas obligé de venir à pied à la Bastille? Non, alors nous avons tout bien prévu. Vous pouvez venir à pied si certains sont sportifs, mais vous pouvez venir également grâce aux bulles que nous mettons à disposition avec un aller-retour que nous vous offrons gracieusement. Et puis, ce qui sera bien, parce qu'on ne va pas pouvoir dépasser les 400-500 non plus, on a des budgets qui sont quand même restreints, c'est de s'inscrire sur le site de notre association, tout simplement. Voilà, à pied, en courant, en bulle, comme vous voulez, mais allez-y pour s'inscrire. C'est tout simple, vous tapez sur votre ordinateur Vinci Codex, SAMU social de Grenoble et vous devriez trouver. Et le groupe là qu'on a entendu, c'était l'Amuse-Gueule grenoblois. Valérie, on parlait de musique, la solidarité maintenant à la rescousse de la chorégraphe Colette Priou et de ses soirées de danse justement. Oui, rappelez-vous, à Grenoble, après l'incendie qui a totalement ravagé le théâtre Prémol, la chorégraphe s'est retrouvée à la rue pour ses soirées carte blanche, mais une belle mobilisation a eu lieu. Et le théâtre de la Ponatière à Échirol accueille dès ce soir ces rencontres et jusqu'à samedi. Donc le spectacle continue, on souhaite un pied léger à ces danseurs. Il fallait que l'info passe. Enfin Valérie, Chambéry qui se mobilise pour le Népal. Oui, le 20 mai, c'est-à-dire demain, une grande soirée festive est organisée au Totem avec des films, des rencontres, des concerts. Les bénéfices sont reversés aux associations. Merci beaucoup Valérie. Merci, à bientôt. À bientôt pour un nouvel Entre nous. Direction maintenant le parc Paul Mistral à Grenoble, au cœur de Grenoble. Au milieu des arbres s'élève la fameuse tour Perret. Inaugurée en 1925 lors d'une exposition internationale, elle a été la première tour d'observation construite en béton armé. Aujourd'hui, un homme se bat pour sa réhabilitation. Voyez le reportage d'Isabelle Colbrand et Marie Cambrial. Il est né juste 4 ans après la construction de ce symbole grenoblois qu'est la tour Perret. Il la regarde tous les jours de chez lui. Roger Millet a 86 ans. Il se bat pour que soit réhabilité, restauré cet édifice fermé au public depuis des années pour raison de sécurité. Lui s'en souvient comme le gosse qu'il était. L'ascension, les vues imprenables sur Grenoble, le goût de l'aventure. Elle mérite d'être inscrite au monument historique de l'UNESCO, je crois, hein, c'est ça. Parce que c'est la première tour en Europe construite en béton armé. Première tour. C'est quand même quelque chose. Il a écrit des dizaines de lettres. À chacun des maires, il avait des demandes et des idées. On peut l'ouvrir aux touristes, au public, aux enfants des écoles, pour leur apprendre
voyez, à se diriger, hein, nord-sud, est-ouest. C'est très intéressant de leur point de vue. Aujourd'hui, côté municipalité, on connaît l'importance du site, l'envie des Grenoblois de conserver leur symbole, mais tout a un prix. Il se montrait entre 7 et 8 millions d'euros, donc ce qui est une somme évidemment non négligeable. Ceci dit, la tour Perret donc, est classée monument historique, donc à ce titre, l'État se doit d'en financer une partie, en principe c'est au maximum 40%. Le reste devrait être pris en charge par le département et la ville, soit 3,5 millions d'euros pour Grenoble. Avec en tout cas une certitude, la tour ne sera jamais rasée. Rappelons qu'elle fut construite à l'occasion de l'exposition universelle de 1925 par l'architecte Auguste Perret et qu'elle pourrait bien finalement accueillir à nouveau le public dans 4 ans. On se quitte avec les images des obsèques de Pierre Ostian. Elles se sont déroulées ce matin à Autran, dans le Vercors où il résidait. Pierre Ostian, vous le savez, avait créé en 1985 et animé le magazine Montagne sur notre chaîne pendant 14 ans. La foule, vous le voyez, était présente dans la petite église ce matin. De nombreux amoureux de la montagne, alpinistes, hommes d'image, ils sont venus rendre un dernier hommage à celui qui a mis la montagne en lumière comme personne. Toutes nos pensées vont à sa famille ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.